La myrtille. Cette petite baie bleue qu'on voit partout, dans nos céréales, nos yaourts, nos gâteaux. Elle a l'air si simple, si naturelle. Mais en réalité, derrière chaque myrtille parfaite qu'on trouve en magasin, il y a une histoire. Une histoire assez incroyable, un vrai mélange de science et d'agriculture de haute précision. Alors c'est parti, on va décortiquer ensemble cette aventure. D'abord, pourquoi tout ce foin autour de la myrtille? Eh bien, c'est parce que c'est une petite bombe nutritionnelle. On entend souvent le mot nutraceutique. C'est un peu un mot savant pour dire qu'elle a des vertus quasi médicinales. Elle est pleine à craquer d'antioxydants, de vitamines, tout ça avec très peu de calories. Bref, c'est un peu le fruit parfait pour la santé. La vraie question, c'est celle-là. Comment on fait pour obtenir cette petite merveille? Comment on passe d'une plante sauvage à la baie bien calibrée qu'on achète? On va voir que le cahier des charges est, disons, beaucoup plus strict que ce qu'on pourrait penser. Alors, commençons par le commencement. Il faut savoir une chose, le myrtillier, ce n'est pas une plante commode. C'est même un peu une diva. Elle a des besoins très particuliers. Première exigence, et celle-là, elle est non négociable. Le sol. Il lui faut un sol hyper acide. Un pH autour de 4,5. Pour donner une idée, la plupart des plantes mourraient dans un sol pareil, mais elle, non seulement elle adore ça, mais c'est vital pour sa survie. Ensuite, il y a le froid. Pour une bonne partie des variétés, celles qu'on appelle à fort besoin en froid, il faut qu'elles passent plus de 800 heures en dessous de 7 degrés pendant l'hiver. C'est une sorte d'hibernation obligatoire. Sans ce long repos au frais, la plante ne fleurit tout simplement pas au printemps. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que cette même plante est super résistante au froid. Elle peut tenir jusqu'à moins 15 degrés sans problème. Le vrai danger, en fait, c'est pas le cœur de l'hiver. C'est la petite gelée tardive, celle qui arrive au printemps quand les fleurs sont déjà là et qui peut anéantir toute la future récolte d'un seul coup. Donc, si on fait le bilan, tout doit être absolument parfait. Le bon nombre d'heures de froid, le sol super acide et bien aéré, un drainage nickel parce qu'elle déteste avoir les racines dans l'eau, et même une protection contre les grosses chaleurs. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, c'est simple, ça ne marche pas. Bon, face à une plante aussi exigeante, on pourrait se dire que c'est mission impossible. Mais la réponse des agriculteurs a été simple. Si le monde parfait pour la myrtille n'existe pas, eh bien, on va le construire. Et c'est là que l'ingénierie agronomique entre en scène. Avant même de planter le moindre arbuste, le terrain subit une transformation complète. D'abord, on analyse le sol. Ensuite, on le décompacte en profondeur. Puis, on affine la surface. Et surtout, on ajuste le pH au millimètre près, souvent en ajoutant du soufre. C'est un vrai travail de remodelage. Et voici l'astuce numéro 1. Comme le myrtillier a horreur de l'eau qui stagne, on ne le plante jamais à plat. On le plante sur des billons, des sortes de buttes de terre surélevées. Ça garantit que ces racines, qui sont très en surface, ne seront jamais noyées. C'est la solution anti-pied mouillé. Et par-dessus ça, on ajoute une autre couche de technologie. On déroule une toile de paillage sur ces buttes. Et cette toile, elle est magique. Elle bloque les mauvaises herbes, elle garde la fraîcheur du sol en été, et elle conserve l'humidité. C'est du 3 en 1. Cette obsession du détail va jusqu'à l'eau d'arrosage. Le système de racines est tellement sensible que l'eau doit être d'une pureté quasi irréprochable. Très peu de sel, pas de chlore et surtout pas de bicarbonate qui pourrait annuler tous les efforts faits pour acidifier le sol. C'est un peu comme si on donnait de l'eau en bouteille à une plante. Ok, le terrain est prêt, le petit monde parfait de la myrtille est en place, mais le travail est loin d'être fini. C'est maintenant que commence un marathon sur le long terme pour s'assurer d'avoir une récolte de qualité. Une des stratégies les plus importantes, c'est de ne pas tout miser sur une seule variété. En plantant des variétés qui mûrissent à des moments différents, précoces, demi-saison et tardives, on peut étaler la récolte sur presque 3 mois. C'est beaucoup plus simple à gérer en termes de main-d'œuvre et ça limite les risques. Et dans le choix des variétés, il y a cette distinction super intéressante entre les low chill et les high chill. En gros, tout dépend du climat. Les variétés à faible besoin en froid, les low chill, sont parfaites pour les climats plus doux, près des côtes par exemple. Et à l'inverse, les high chill sont faites pour les climats de montagne, là où les hivers sont rudes et bien marqués. La taille, c'est tout un art. Le but n'est pas juste de couper des branches au hasard. Non, l'idée, c'est de forcer l'arbuste à se régénérer en permanence. On cherche à garder un équilibre parfait entre le jeune bois qui va produire et les branches plus vieilles, pour que l'arbuste reste productif, jeune, année après année. Évidemment, pas de fruits sans fleurs et pas de fleurs fécondées sans pollinisateurs. Pour être sûr d'avoir une bonne récolte, on ne laisse rien au hasard, on installe une densité énorme de ruches. On parle de 5 à 6 ruches d'abeilles ou de bourdons par hectare au moment de la floraison. C'est un vrai partenariat stratégique. On arrive au moment le plus intense, le plus crucial de l'année, la récolte. Et là, c'est une véritable course contre la montre. Chaque geste, chaque minute compte pour préserver la qualité de ce petit fruit si fragile. Ce chiffre, il parle de lui-même. Pendant les 3 mois que dure la récolte, il faut en moyenne l'équivalent de 7 personnes à temps plein pour s'occuper d'un seul hectare. C'est une mobilisation humaine absolument colossale.
Et cette récolte, elle a des règles d'or. Tout est fait à la main. On ne cueille que les baies qui sont parfaitement mûres. Ce qui veut dire qu'il faut repasser sur le même buisson 8, 10, parfois jusqu'à 20 fois. Et bien sûr, on ne cueille jamais quand il pleut pour éviter de faire pourrir les fruits. On entend souvent qu'il faut protéger la prune, mais qu'est-ce que c'est au juste? C'est cette fine pellicule un peu blanche, un peu cireuse qu'on voit sur la peau de la myrtille. C'est une protection naturelle que le fruit fabrique lui-même. Si elle est intacte, c'est un signe que le fruit est extra frais et qu'il a été manipulé avec une extrême douceur. Et voilà, sans doute, l'étape la plus critique de tout le processus. Une fois qu'une myrtille est cueillie, le chrono est lancé. Elle doit être refroidie à 1 degré Celsius en moins de 4 heures. C'est ce coup de froid ultra rapide qui va stopper net son processus de maturation et lui garantir une longue vie sur les étals. Et après tous ces efforts titanesques, est-ce que ça vaut le coup? La réponse est oui. La production grimpe en flèche. On passe de 4 à 10 tonnes par hectare la première année à plus de 12, voire 18 tonnes dès la 3e année. C'est un investissement énorme, mais qui finit par payer. Alors voilà, la prochaine fois qu'on aura quelques myrtilles dans la main, on se souviendra peut-être de tout ce chemin parcouru, de la construction d'un sol sur mesure jusqu'à la course folle vers le frigo. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait de savoir tout ça change un peu le regard qu'on porte sur ce simple petit fruit bleu?